Merci beaucoup. Donc, à mon tour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité. J'espère que vous arrivez encore à tenir. On arrive en fin de journée. Et le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la rééducation de l'épaule douloureuse, qui, comme vous le constatez tous, est un motif fréquent de consultation. Alors, quand on parle d'épaule douloureuse, on parle en fait d'une entité clinique et physiopathologique qui est aussi bien variable que variée, mais dans cette entité, on a une prévalence importante de la tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs et de la capsulite rétractile. Pour chacune de ces deux pathologies, la rééducation occupe une place importante dans l'arsenal thérapeutique. Cette rééducation, elle fait appel à des techniques variables, à des indications particulières. Ces techniques et ces indications découlent d'une connaissance de biomécanique et de physiopathologie et bien sûr d'un examen clinique lésionnel et topographique. Donc du coup, un petit rappel biomécanique s'impose. Comme on le sait tous, quand on parle d'épaule, on parle plutôt pas d'une articulation mais d'un complexe articulaire qui est formé par 5 articulations. Ces 5 articulations, ils ont comme rôle d'assurer donc une grande liberté pour l'épaule pour permettre des mouvements dans les 3 dimensions. Alors ces 5 articulations qui sont l'articulation gléno-humérale, la sternocostoclaviculaire, l'acromioclaviculaire, la sous-deltoïdienne et la scapulothoracique, ils sont mécaniquement liés et ils vont agir de façon simultanée et coordonnée pour assurer la fonction biomécanique de l'épaule qui est une mobilité et une stabilité dynamique. Alors, l'épaule, elle est également stabilisée par des structures périarticulaires, la capsule, qui est un manchon qui s'étend entre le col anatomique de l'humérus et la glène de l'omoplate. Elle est lâche, elle permet un certain degré de décoaptation pour permettre la grande mobilité de l'épaule, mais également, en fait, lors des mouvements tridimensionnels, ces fibres qui sont initialement parallèles vont subir une certaine torsion pour permettre une stabilité. Cette capsule, elle est tapissée à sa face interne par des cellules synoviales qui vont produire donc de liquide articulaire. Donc à côté de la capsule et qui est renforcée par les ligaments, on a la coiffe des rotateurs ou les structures musculaires. Donc la coiffe des rotateurs, c'est l'ensemble de 4 tendons qui s'étendent de l'omoplate à l'extrémité supérieure de l'humérus. Donc ils sont le supra et l'infraépineux, le subscapulaire et le petit rang. On y associe la longue portion du biceps, étant donné qu'elle a une position donc intra-articulaire. Alors, le complexe articulaire de l'épaule et la coiffe des rotateurs délimitent un espace. C'est l'espace sous-acromial. Alors cet espace, il est fait par un contenant qui est constitué par l'acromion, l'apophyse coracoïde, l'articulation acromioclaviculaire, le ligament acromiocoracoïdien et la tête humérale, et un contenu qui est fait par les tendons de la coiffe des rotateurs et la bourse séreuse ou sous-acromiale qui permet donc le glissement des tendons lors des mouvements articulaires. Alors, tout déséquilibre entre le contenant et le contenu par défaillance va entraîner un problème donc qui va altérer la biomécanique de la coiffe. Cette biomécanique, c'est-à-dire la coaptation de la coiffe, donc de l'épaule, excusez-moi. Donc on a dit, l'articulation de l'épaule est une articulation qui est très mobile et peu congruente. Et donc en fait, les structures ligamentaires et capsulaires sont insuffisantes pour assurer la coaptation et du coup, on fait appel aux structures musculaires pour la coaptation. Quand on parle de structures musculaires, ce sont les muscles donc de la coiffe. Alors, on a ce qu'on appelle les coapteurs transversaux par leur orientation. Et donc, c'est le muscle supraépineux, infraépineux et pétuirant qui ont un rôle d'appliquer la tête humérale sur la glène lors des mouvements. Et on a les coapteurs longitudinaux qui vont faire en sorte que la tête, elle ne va pas se luxer en bas lors des mouvements, principalement le port de charge. Et donc, ce sont le muscle deltoïde, le grand pectoral, le grand dorsal, la portion du biceps et le triceps. Alors, on voit bien que les coapteurs longitudinaux, ils sont supérieurs en nombre
et en force par rapport aux coapteurs transversaux. Et donc, il y a un certain déséquilibre qui fait en sorte que la tête humérale, elle aura plutôt tendance à venir en haut et donc à revenir dans cet espace sous-acromial dont on a parlé. Elle va venir buter contre l'acromion et quand elle va buter, elle va léser le tendon du muscle supraépineux principalement, ce qui va expliquer donc la fréquence des lésions du muscle supraépineux. Alors, le tendon qui sera lésé, donc le tendon, c'est une structure fibroélastique, elle est annexée au muscle, qui a des caractéristiques d'élasticité. Il a une vascularisation qui est compromise au niveau de la zone de jonction, mais en fait, ce n'est pas ce défaut de vascularisation qui favorise principalement les lésions, mais en fait, le mécanisme d'une lésion, c'est principalement des facteurs extrinsèques qui vont survenir sur un tendon qui est prédisposé, qui vont faire en sorte qu'on a une lésion tendineuse qui apparaît. Alors, une fois le tendon il va subir donc ce stress mécanique qui est l'étirement, cela va dépendre. Est-ce que l'étirement va se faire de façon aiguë, c'est-à-dire après un traumatisme? Si cet étirement se fait de façon aiguë, alors la rupture survient instantanément. Par contre, lorsque l'étirement il est appliqué de façon progressive, le tendon il a une certaine capacité d'adaptation et donc par ses propriétés d'élasticité, il va permettre une certaine déformation. Et quand cet étirement sera appliqué, jusqu'à 4% de déformation de la longueur du tendon, le tendon il peut retrouver sa forme initiale à la fin de l'étirement et donc on n'aura aucune lésion. C'est la zone physiologique de l'exercice. Au-delà, on parle de la surutilisation ou l'overuse du tendon et donc en fait on va avoir des lésions microscopiques. On ne va pas les voir sur l'imagerie, mais il y aura une déformation irréversible du tendon et qui va se poursuivre jusqu'à la zone, le point de non-retour, qui est les 8% de la longueur initiale du tendon, qui est le seuil à l'apparition de la première lésion macroscopique. Alors une fois la lésion survient, il y a un processus de cicatrisation qui s'enclenche. Cette cicatrisation, elle va se faire à peu près en 10 semaines pour aboutir à un tissu tendineux qui ressemble au tendon originel, mais qui va subir progressivement un remodelage jusqu'à acquisition des propriétés biomécaniques du tendon. Alors, cette cicatrisation, elle se fait en 3 phases. Une phase inflammatoire initiale où on aura un afflux de cellules inflammatoires au site lésionnel. Cette phase, elle est très importante pour enclencher le processus de cicatrisation, notamment de réparation et de remodelage. Et donc, il faut bien la respecter et il faut reposer le tendon pendant cette période. Et ensuite, donc, la phase de réparation et de remodelage, au cours de laquelle des contraintes mécaniques ils vont permettre l'acquisition des propriétés biomécaniques du tendon. Et donc, il faut favoriser la mobilisation et l'exercice pendant cette phase. Alors, la capsule articulaire. Alors, la physiopathologie de la capsulite, elle n'est pas très bien élucidée. La raideur, en fait, qui survient au cours d'une capsulite, elle est en rapport avec un déséquilibre du métabolisme tissulaire associé à une vasoconstriction qui entraîne la douleur et l'œdème que l'on voit à la phase inflammatoire. Alors, ce trouble et ce retentissement circulatoire vont entraîner une ischémie. Cette ischémie sera responsable de la fibrose et donc la rétraction et du coup la limitation et la raideur articulaire. Alors après ces petits rappels, donc on passe au tableau clinique. Alors le tableau clinique, il associe donc à des degrés variables une douleur et une gêne fonctionnelle. Alors il convient de préciser donc pour chaque patient les caractéristiques, la topographie et l'évolution. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'examen clinique, je ne vais pas vous parler du diagnostic clinique étant donné que ma présentation s'intéresse principalement à la rééducation. Donc on va passer directement à la prise en charge rééducative. Et on va commencer par un premier cas clinique. Donc l'objectif, comme j'ai dit, ce n'est pas de voir le raisonnement diagnostique, mais de voir un petit peu quels sont les éléments en consultation qui vont nous orienter pour le choix des techniques de rééducation. Donc c'est un patient de 52 ans, droitier, sans antécédents, qui ne pratique pas d'activité sportive, qui est magasinier, qui se plaint de douleurs de l'épaule droite, évoluant depuis 1 an, exacerbée il y a 15 jours suite à un effort, avec une difficulté à enfiler ses habits et à l'élévation du bras. Alors à l'examen clinique, on n'a pas de limitation passive, on a un arc douloureux lors du mouvement actif à 80 degrés d'abduction et d'antépulsion, une manœuvre de jeu positive, le bilan biologique et radiographique est normal, et l'échographie conclut à une rupture transfixion du supraépineux.
Alors, quand je vais prendre en charge mon patient en rééducation, il faut que je sache que c'est un patient droitier et qui a une atteinte du membre dominant. Donc, c'est un patient de 52 ans. Donc, quand même, c'est un patient qui est d'un certain âge. On est probablement dans un tableau de tendinite dégénérative. Et d'ailleurs, le tableau clinique, il y a une douleur qui dure depuis 1 an. Donc, il y a un tableau chronique qui a abouti à une rupture avec une gêne dans les activités de la vie quotidienne, notamment pour mettre ses habits et pour élever son bras. Alors, à partir de là, donc, je vais établir mes objectifs thérapeutiques qui seront gérer la douleur, retrouver les amplitudes articulaires normales et bien sûr améliorer les gestes de la vie quotidienne de mon patient. Alors, donc, pour ces objectifs, on va commencer progressivement. Toujours, on suit la même logique. D'abord, on soulage la douleur. Ensuite, la déficience articulaire. Troisièmement, la déficience musculaire, c'est-à-dire récupérer une force musculaire satisfaisante. Quand on a pas mal, on a des amplitudes qui sont correctes, une force musculaire qui est correcte. À ce moment-là, on va s'intéresser à la stabilité et la mobilité donc, de l'épaule. C'est le travail fonctionnel ou c'est la conclusion fonctionnelle qui est l'objectif réel en fait de cette rééducation. Et bien sûr, comment entretenir ces résultats. Alors, la gestion de la douleur, elle fait appel aux moyens médicamenteux et aussi à des moyens de physiothérapie qu'on utilise en rééducation. Alors, les moyens médicamenteux, donc ce sont les antalgiques, palier 1, palier 2, les anti-inflammatoires, donc tout ce qu'on prescrit normalement en première intention. Pour ce qui est de la physiothérapie, alors on a la thermothérapie. Alors la thermothérapie, c'est l'application soit du chaud, soit du froid. Alors l'application du chaud, donc ça permet en fait, ça agit par un transfert d'énergie par conduction sur le tissu musculaire. Alors généralement, c'est des applications de 10 minutes qui vont entraîner en fait une vasodilatation, qui vont entraîner également un réchauffement tissulaire et augmenter le métabolisme cellulaire. Alors quand est-ce qu'on va indiquer plutôt le chaud, quand on a une raideur ou bien des contractures. Autrement, ça sera l'application du froid. Alors la durée d'application du froid, elle est plus courte. C'est des applications de 2 minutes par session. Alors on peut faire soit des packs de froid, soit de la cryothérapie à air ventilé, qui donne de meilleurs résultats. Alors l'antalgie, elle résulte de la vasoconstriction. Alors les principales indications sont la résorption d'œdème ou d'hématome. Alors les ultrasons, qu'on applique également en regard des insertions tendineuses, ce sont des vibrations mécaniques à haute fréquence qui vont agir sur la douleur par une action antalgique. En fait, ils vont élever le seuil douloureux des fibres nerveuses périphériques au niveau des extrémités nerveuses libres. Ils vont également avoir un effet sclérotique où ils vont modifier les propriétés du collagène et donc ils vont agir sur la résistance tendineuse et ils vont avoir un effet de variation du débit sanguin. La stimulation donc à haute fréquence, donc le TENS, ce sont des électrodes qu'on va placer au niveau de la zone antalgique à une fréquence de 50 à 100 Hz sur une durée de 15 à 20 minutes. En fait, c'est un courant antalgique qui va agir par une inhibition sensitive et segmentaire au niveau de la corne dorsale de la moelle, c'est-à-dire la théorie du gate control. Alors les massages, on a 2 types. Le massage transverse profond. Alors le massage transverse profond, c'est une technique qui va utiliser le tissu mou avec des frictions qu'on va faire de façon perpendiculaire aux fibres tendineuses. Le massage transverse profond, il agit d'abord sur un versant antalgique parce qu'il va donner une libération d'endorphines, mais également il a une action de levée de tension et d'adhérence sur le tendon. Et le massage décontracturant. Alors le massage décontracturant, il est utilisé depuis longtemps, même si le mécanisme réel avec lequel il donne cette antalgie, il n'est pas bien expliqué. Cependant, il y a cette sensation de bien-être par le patient. Alors, il agit surtout sur les contractures musculaires par le biais du réflexe myotatique. On peut l'utiliser seul ou bien avec un adjuvant, c'est-à-dire avec des crèmes anti-inflammatoires ou antalgiques pour encore potentialiser son effet antalgique. Alors, en fait, ces moyens de physiothérapie, on va les prescrire en début de rééducation, généralement sur les 10 premiers jours, et on ne va pas utiliser une seule technique, mais une combinaison de l'ensemble des techniques.
Le plus important, alors généralement, les kinés ils vont utiliser plusieurs techniques. Le plus important pour nous, c'est de leur dire est-ce qu'il y a des contre-indications à une technique par rapport à autre, notamment est-ce que le patient il a un pacemaker, est-ce qu'il y a un matériel d'ostéosynthèse, est-ce qu'il y a une hypertension qui est mal équilibrée, qui contre-indiquerait une technique par rapport aux autres. Sinon, le choix il va dépendre en fait des habitudes du praticien et de la convenance du patient. Il y en a ceux qui préfèrent le chaud, il y en a ceux qui préfèrent le froid, et donc il y en a ceux qui supportent le massage, d'autres le supportent moins. Du coup, on va essayer un petit peu de laisser la marge en dehors des contre-indications. Donc, une fois qu'on a répondu à ce premier objectif, on passe au suivant, et qui est la récupération des amplitudes articulaires. Alors normalement, on est devant une tendinite rompue de la coiffe des rotateurs. Il n'y a pas lieu d'avoir une raideur articulaire, l'articulation elle est saine. Cependant, il y a certaines amplitudes qui peuvent des fois, alors en fin de course, on peut avoir une certaine limitation parce qu'il y a une adhérence au niveau de l'espace sous-acromial. Alors dans le complexe articulaire de l'épaule, on a une articulation physiologique qui est faite d'un espace de glissement. Et donc si j'ai des adhérences là, je peux avoir une certaine raideur et donc je dois en fait prévenir cet enraidissement et récupérer des amplitudes du patient. Alors pour récupérer les amplitudes, donc c'est la mobilisation en fait, c'est le kiné qui va mobiliser l'articulation ou bien je vais placer le patient sur un arthromoteur pour faire la mobilisation. Généralement pour la tendinopathie de la coiffe, on ne va pas vraiment utiliser l'arthromoteur parce que la durée en fait que va occuper cette mobilisation articulaire dans une séance, elle est vraiment réduite. Et pour des aspects organisationnels, installer le patient sur l'arthromoteur, l'enlever de l'arthromoteur, ça dure plus que ce que ça ne devrait l'être. Alors, par contre, la récupération des amplitudes actives, c'est-à-dire les mouvements actifs et la mobilisation active, est un travail très important. Il doit s'intéresser sur l'ensemble du complexe articulaire et pas que l'articulation gléno-humérale. Et il doit également solliciter l'ensemble des muscles, la coiffe restante et les autres muscles de l'épaule comme action de suppléance ou de compensation. En fait, on demande plutôt au patient de faire un travail global. C'est des exercices qu'on va demander au patient de faire. Généralement, on les fait en ce qu'on appelle en actif aidé. C'est-à-dire que le patient, quand il va faire un mouvement, il va le faire en chaîne fermée. Il faut qu'il y ait, avec la main, il faut qu'il y ait un objet qui va guider le mouvement. Comme vous voyez sur la photo, donc on le fait souvent avec un bâton, où le patient, donc, le fait d'avoir un bâton pour faire le mouvement, on a le membre sain qui va guider le mouvement, premièrement. Et donc, ça va aider pour la récupération de l'amplitude. Et deuxièmement, ce mouvement qui est réalisé en chaîne fermée, il va solliciter les muscles agonistes et antagonistes. Et donc, il sera moins douloureux que si on fait le mouvement en chaîne ouverte. Et donc, le patient, il pourra mieux faire ce mouvement. Donc, on va travailler toutes les amplitudes, que ce soit la flexion, l'extension, les abductions ou les rotations avec le bâton, toutes les amplitudes. Alors, on a travaillé donc la douleur et les amplitudes articulaires. Maintenant, on va s'intéresser à notre principale fonction de l'épaule, c'est-à-dire une mobilité et une stabilité. Pour avoir une mobilité et une stabilité de l'épaule, il nous faut avoir une scapula qui est stable, des muscles qui sont forts, et il ne faut pas que je provoque mon conflit sous-acromial qui va être douloureux et qui va me recréer la lésion initiale que je suis en train de traiter. Et donc, en fait, la stabilisation de la scapula est la première étape à laquelle je vais m'intéresser. Pourquoi? Parce que tous les muscles de la coiffe des rotateurs, comme on a dit, ils s'insèrent sur la scapula et se terminent au niveau de l'humérus. Donc, si cette scapula elle est stable, l'action de la coiffe sera stable également. Et donc, quand je veux stabiliser ma scapula, je vais m'intéresser à 4 muscles, le muscle rhomboïde, le trapèze, l'élévateur de la scapula ou l'angulaire et le dentelé antérieur. Ce que je dois savoir, c'est que c'est des muscles statiques toniques, c'est-à-dire que quand je vais les renforcer, c'est des muscles qui tiennent notre posture et donc qui agissent en fait plutôt en endurance qu'en force. Donc mes exercices de renforcement devraient se faire également en endurance et pas en force. Donc je vais proposer des exercices de faible résistance, je ne vais pas mettre des poids, je ne vais pas faire des exercices où il y a un développement en fait d'intensité qui est très fort, mais plutôt je vais travailler sur le nombre de répétitions. Alors, un exemple d'exercice que l'on peut proposer, là on peut mettre le patient en décubitus ventral avec les 2 bras en extension et il va faire un mouvement de surélévation avec à l'horizontale, maintenir la position pendant 1 seconde
avant de retourner doucement à la position de départ. Alors quand on travaille le renforcement, ce qui nous intéresse, c'est le temps de l'exercice par rapport au temps de repos. Au début, comme c'est douloureux, on fait un temps de repos qui est double par rapport au temps d'exercice, surtout si notre patient était sédentaire initialement, donc il n'est pas habitué à faire l'effort. Quand je vais faire du renforcement, ça va déclencher de la douleur. Et la première chose que le patient va se dire, ça m'aggrave votre rééducation, ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas que ça ne marche pas, il n'est pas habitué à faire de l'effort, on est en train de corriger des choses, on va essayer de changer ses habitudes, mais au début, ça passe par de la douleur, et donc il faut reposer un petit peu le muscle. Donc on commence, temps de repos double au temps d'exercice, progressivement, temps de repos égale temps d'exercice, et à la fin, c'est le temps de repos qui est la moitié du temps d'exercice, et donc pour que le renforcement soit meilleur. Alors, donc, ce renforcement musculaire, il va permettre donc d'améliorer les amplitudes actives et la force de l'épaule. Alors, il s'intéresse à l'ensemble des groupes musculaires, mais on va, comme j'ai dit, s'adapter à la capacité initiale. On n'est pas en train de créer des athlètes, donc il faut s'adapter à ce que le patient avait comme autonomie et comme force initialement, qu'on va essayer de retrouver d'abord. Ensuite, si on peut gagner plus, c'est l'idéal, mais initialement, il faut qu'on retrouve la force initiale. Il ne faut pas qu'on soit plus douloureux que ce qu'il n'était avant. On peut déclencher certaines douleurs, mais il faut que ça soit supportable et il faut qu'on ait un objectif fonctionnel par rapport au patient. Donc, on va utiliser différentes techniques de renforcement. Au début, c'est un renforcement isométrique. On va essayer de renforcer le muscle sans mobiliser pour que ça ne soit pas douloureux. Et progressivement, au cours du programme, on va commencer un travail dynamique, c'est-à-dire un travail isotonique où on va mettre des charges. Alors, ces charges-là, donc on peut mettre soit des haltères, soit des ballons, soit des bracelets lestés. Alors, pareil, en fonction de la force que le patient peut développer et la résistance maximale qu'il peut développer. Donc, on ne va pas choisir la même charge pour tout le monde. Si on a un matériel de renforcement isocinétique, on peut mettre le patient dessus. L'avantage, c'est que ça va permettre en fait de faire en plus un renforcement des muscles agonistes et antagonistes, et ça va me donner des réponses et guider ma décision, surtout s'il s'agit d'un sportif et qui me pose la question est-ce que je peux reprendre mon sport, ou bien à la fin de la rééducation, à la fin de traitement, si j'ai besoin de répondre à une question, est-ce que j'arrête le renforcement ou pas, donc j'ai la force développée et ça peut me répondre à cette question. Alors, là aussi, c'est un exemple d'un renforcement qu'on peut proposer pour les rotateurs externes, notamment l'infraépineux et le petit rang. Donc, on peut mettre le patient debout avec le bras qui est déjà à 90 degrés. Alors, contre un espalier où il peut faire également à la maison avec une porte, on a un élastique qu'on va régler initialement avec une tension sur la rotation neutre. Et à partir de cette position, le patient il va faire la rotation externe et revenir à la position initiale. Et donc, ça permet le renforcement des rotateurs latéraux. Alors, le principal point, laquelle on voudrait arriver depuis le départ, c'est la prévention du conflit sous-acromial. Alors, comment prévenir le conflit? Donc, c'est un travail postural et un travail de recentrage de la tête humérale. En fait, le conflit, il se passe dans l'espace sous-acromial que l'on a vu avant. C'est le déséquilibre contenant-contenu. Donc, il faut qu'on travaille d'abord le contenant, c'est-à-dire donc il faut qu'on améliore la posture globale. Généralement, la posture la plus néfaste pour la coiffe, c'est une posture en enroulement des épaules qui se voit souvent avec des attitudes en syphose. Alors, une fois qu'on a ça, comment vaincre donc cette posture? On a un travail d'étirement de tous les muscles de la ceinture scapulaire, également de la capsule, des mobilisations thoraciques avec un travail d'auto-agrandissement et d'agrandissement passif. Donc le kiné également, il peut guider le patient à faire un agrandissement et face à un miroir pour que ça soit plus dynamique. On demande au patient de faire des exercices d'auto-agrandissement et il faut renforcer les muscles postérieurs, les muscles spinaux, les muscles scapulo-thoraciques et les rhomboïdes pour assurer cette ouverture de l'espace sous-acromial. Donc là, on a travaillé le contenant, reste maintenant le contenu. Alors le contenu, on a dit le conflit, c'est un problème lors de la coaptation, donc entre la tête humérale qui va venir buter contre le plancher, en fait, contre le toit de l'espace sous-acromial. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assurer un abaissement de la tête humérale. Et donc c'est le recentrage actif
de la tête humérale pendant le mouvement. Il faut que j'ai cet abaissement de la tête pour qu'elle ne vienne pas buter et qu'elle n'endommage pas encore plus mon tendon supraépineux. Alors, ce travail-là, il va passer par 3 phases. D'abord la perception, ensuite le contrôle volontaire et enfin l'automatisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, recentrer dynamiquement la tête humérale, expliquer ça au patient, il ne comprend pas de quoi je parle. Donc, au début, on va simuler le mouvement. Donc, c'est une phase passive. Le kiné, il va abaisser la tête humérale et faire l'abduction avec le patient pour que le patient prenne conscience et comprenne déjà ce qu'on est en train de demander. Donc, on maintient la tête basse tout en faisant le mouvement. Une fois le patient il a bien compris le mouvement, on va passer à la phase active. On va lui demander de reproduire la même chose. Et là, pareil, au début, comment abaisser la tête pour faire une abduction, sachant que le muscle abaisseur est le supraépineux, et comme mon supraépineux, il est lésé. Donc, en fait, je dois faire appel aux muscles accessoires. Les muscles accessoires, c'est les abaisseurs longs, le grand pectoral et le grand dorsal. On n'a pas l'habitude de les recruter, donc pour demander au patient de recruter ces 2 muscles, au début on va le faire également en chaîne fermée, parce que c'est un agoniste-antagoniste et c'est facile de recruter des agonistes-antagonistes quand on travaille en chaîne fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler avec le membre qui est posé soit sur une table ou maintenu par la main du kinésithérapeute et on va demander au patient de contracter, en fait d'essayer de pousser avec son bras sur la main ou sur la table. Alors, en essayant de pousser sur la table ou sur la main, donc on va solliciter le grand pectoral et le grand dorsal tout en faisant le mouvement d'abduction. Alors, ça demande de l'apprentissage, il faut être patient, il faut le répéter. Une fois que le patient arrive à contrôler son mouvement, on passe par une étape où on va le faire maintenant en chaîne ouverte et après, pour que ça soit automatique, il faut 2 choses. Il faut faire une grande répétition. En fait, pour que le geste devienne automatique, il faut le faire souvent. Et il faut apprendre à le faire au côté sain. Parce que le cerveau, on ne va pas lui dire « soyez automatique en abaissement du côté lésé et travaillez comme ça du côté sain ». Donc en fait, on réapprend le geste. De toutes les façons, c'est un patient qui est prédisposé. Et le fait de réapprendre ça, ça va servir comme une prévention primaire pour l'épaule contralatérale. Donc il faut l'apprendre de façon bilatérale. Alors, pourquoi on a fait tout ça à la fin? C'est pour l'intégrer dans les activités de la vie quotidienne. Alors, le passage vers les activités de la vie quotidienne, je peux le faire de 2 façons. Alors, soit j'ai des moyens pour faire un travail avec un biofeedback, à simuler, à faire des travaux qui vers une tâche orientée. J'ai une attelle robotisée qui va me donner en fait des exercices à faire. C'est quelque chose qui va m'aider parce que en faisant un travail qui est ludique, on peut demander au patient de faire beaucoup de répétitions. Il ne va pas s'en rendre compte. C'est comme un jeu vidéo. Donc, passer du temps devant des jeux vidéo, on peut allonger les séances comme on veut. Alors que quand on fait des fameux travaux de déplacer en fait des cercles ou déplacer des assiettes, on est souvent plus lassé au début et fatigué par la suite. Et je suis obligée d'écourter mes séances. Alors, tout ça c'est bien, on a tout appris au patient, mais maintenant, il faut que ça s'entretienne. Alors, pour qu'il entretienne tout ça, donc il faut faire des exercices à la maison. Alors, l'autoprogramme, il faut bien expliquer au patient. Alors, maintenant qu'il a bien compris le problème, depuis le départ, il faut expliquer la pathologie au patient, il faut lui expliquer ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de réapprendre un geste, de réapprendre un mouvement. Et si on n'entretient pas ça, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, c'est un contrat qu'on va passer avec le patient pour qu'il fasse son auto-rééducation, ses auto-exercices à la maison, de façon progressive, sans que ça ne déclenche de douleur et sans tomber dans l'excès. Parce qu'on a des patients hyper motivés qui vont commencer à faire des exercices le jour, la nuit, partout. Après, ça va déclencher des douleurs et ils vont tomber dans la surutilisation. Donc, il faut que ça soit raisonné. La clé, c'est l'assiduité et la répétition. Donc, en fait, il faut rester prolonger sur le temps. Alors, en pratique, comment on va dire que c'est bon, mon patient, il s'est amélioré, donc très bien. Quels sont les critères que je vais prendre en considération pour dire que c'est stable? Alors d'abord, il faut que j'ai des amplitudes
articulaire active et passive, au moins symétrique au côté contralatéral ou bien physiologique. Il faut que le patient n'ait plus mal quand il fait du renforcement, c'est-à-dire qu'il tolère bien le renforcement. Là, on sait qu'on a activé son muscle qui était sédentaire, et donc c'est un bon signe. Et il faut qu'on ait une reprise des activités professionnelles et de loisirs, et donc une qualité de vie. Comment on va organiser tout ça? Alors, généralement, combien de séances en prescrire? Alors, il n'y a pas d'indication de prescrire beaucoup de séances, parce que plus on fait de séances, plus on rentre un petit peu dans la passivité que dans la modification de mode de vie. Le patient, il va travailler que en kiné, il ne va rien faire à la maison. Donc, généralement, 12 à 15 séances suffisent. Pendant les séances de rééducation, j'ai besoin de gérer la douleur, et ça, je le fais généralement pendant les 2 premières semaines. Et ensuite, j'ai besoin de comprendre les exercices et de mettre en route, en fait, le travail musculaire. La suite, elle va se faire à la maison et dans les conditions, on va dire, physiologiques dans la vie quotidienne. Donc, pour introduire cet autoprogramme, il faut que ma rééducation également soit dégressive. Le patient qui va faire 5 séances par semaine, alors il va faire ces 15 séances en 3 semaines. Alors 15 séances par semaine, il va faire en fait un arrêt de rééducation brutale. Il va revenir en consultation, la fameuse phrase « j'étais bien avec la rééducation, à l'arrêt, ça reprend, donc j'ai besoin de plus de séances ». Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est des séances dégressives. Au début, 3 fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par semaine. Alors, ça nous donne déjà des séances qui sont plus allongées. On dit aux patients que l'autoprogramme, il commence pendant les séances, ce n'est pas à la fin de la rééducation, parce que le kiné, il va lui apprendre les exercices pendant qu'il fait sa rééducation. Le patient, il va aller faire les exercices à la maison et il va les montrer au kiné pendant la séance pour qu'on les corrige. Il peut ne pas réussir à faire l'exercice correctement au début et donc ça va créer des douleurs ou bien ça va rien faire. Et on surveille. Alors on revoit le patient après 1 mois, en moyenne après 10 séances, il est toujours en rééducation. On voit surtout est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel, est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster dans le programme, et à 3 mois pour voir principalement est-ce que le patient suit toujours son autoprogramme. Donc, généralement, quand je prescris une ordonnance pour le kiné, pour qu'il sache en fait quel programme il doit faire, alors il a besoin de connaître un petit peu le rythme, il faut mettre le nombre de séances, il ne faut pas mettre 2 fois par semaine pendant 3 mois ou pendant 2 mois. Ça, c'est des soucis surtout de mutuelle parce que ça ne rembourse pas. La mutuelle, elle rembourse quand il y a un chiffre. Il faut mettre 15 séances, 20 séances. Il ne faut pas mettre juste une fréquence. Après, il faut mettre le diagnostic pour le kiné parce que, en fait, même s'il refait, lui, le bilan, on n'est pas sûr qu'il va poser le bon diagnostic. Donc, il faut lui dire, on est sur la rééducation, donc de quelle pathologie. Donc, ensuite, on va suivre donc la logique. D'abord, la douleur, ensuite articulaire, musculaire, fonctionnelle et insister sur l'autoprogramme. Donc c'était ça pour la rupture de la coiffe des rotateurs. Le deuxième cas clinique, alors c'est une patiente de 50 ans, diabétique, qui a une douleur de l'épaule gauche depuis 4 mois. Elle a de plus en plus de difficultés à accomplir ses activités quotidiennes, surtout attacher son soutien-gorge. Initialement, la douleur était au premier plan. Actuellement, c'est surtout la diminution des mobilités qui l'incommode. Alors, à l'examen clinique, on a une limitation nette des mouvements actifs et passifs dans tous les plans, l'abduction, l'élévation, la rétropulsion et la rotation externe, un bilan biologique et radiologique qui est normal, et on retient le diagnostic d'une capsulite rétractile. Alors, mes objectifs thérapeutiques, ils vont être également gérer la douleur, mais là, principalement, récupérer les amplitudes articulaires de la gléno-humérale, qui est la source de la douleur. Alors, il n'y a pas de consensus de plan thérapeutique qui est en fait, on va dire, bien détaillé pour la capsulite, mais de toutes les façons, le plus important, il faut expliquer le patient, la pathologie et surtout son profil évolutif qui est un peu lent et les résultats prévisionnels. Ce qu'il faut expliquer aux patients, c'est qu'on s'intéresse aux amplitudes fonctionnelles que les amplitudes physiologiques. C'est-à-dire qu'au début, il faut qu'on récupère les amplitudes qui sont fonctionnelles dans la vie quotidienne. Alors, gérer la douleur, toujours le traitement médicamenteux, donc avec les règles de prescription.
Alors, pour ce qui est de la physiothérapie, à part la cryothérapie en début et en fin de séance qui permet d'avoir des résultats, pareil, les autres moyens de physiothérapie n'ont pas d'effet de supériorité par rapport aux autres et par rapport au placebo. Et donc, on va gérer ça avec la convenance, comme on a dit, du praticien et du patient. Alors, principalement, la récupération des amplitudes articulaires. Donc, c'est une raideur articulaire. Donc, il faut faire les étirements. Alors, ça va être douloureux, donc il faut doser l'intensité, la fréquence et la durée. Il faut faire les mobilisations passives et les mobilisations spécifiques. Alors, les mobilisations spécifiques, ce sont des tractions qu'on va faire avec glissement. Alors, on va cibler plus la capsule pour entraîner des levées de l'adhérence et de la fibrose capsulaire. Par contre, là, il y a une place importante à utiliser l'arthromoteur parce que, comme on a dit, c'est une raideur articulaire. La récupération des amplitudes, elle doit occuper une place importante pendant la séance. Donc, il faut faire des séances qui sont longues. Le kinésithérapeute, il va se fatiguer. Peut-être qu'il ne va pas faire toutes les mobilisations dans les secteurs maximaux. Alors que l'avantage de l'arthromoteur, c'est que je travaille l'ensemble des amplitudes, que je travaille dans les amplitudes maximales que je vais régler et que également, en fait, je vais doser la vitesse et le patient il peut faire des pauses si jamais il a mal et reprendre. Alors, le renforcement musculaire, là pareil, normalement je n'ai pas de déficit musculaire sauf si j'ai une immobilisation prolongée, si j'ai une raideur, donc j'aurai un déficit de sous-utilisation. Et donc quand je vais faire un renforcement, je vais faire un renforcement global, je ne vais pas faire un renforcement muscle par muscle, mais plutôt un renforcement fonctionnel, c'est-à-dire que je vais intégrer, faire des mouvements plus fonctionnels pour l'épaule. Et là, il y a intérêt également de faire un travail ludique avec un biofeedback pour que le patient puisse, en plus du contrôle sélectif et de la coordination, pouvoir faire un exercice sur une plus longue durée. Alors, l'autorééducation, il faut expliquer aux patients pareil, il faut entretenir les résultats. Alors, il y a des exercices qu'il faut faire à la maison, un choix selon le patient, selon sa convenance, soit des exercices à sec, soit des exercices en piscine. Alors, toujours éviter une immobilisation prolongée, il ne faut pas porter l'écharpe ou, si nécessité, ne pas le porter tout le temps. Il faut privilégier plutôt le décubitus dorsal ou sur le côté contralatéral, mettre un coussin d'abduction pour garder cette posture en abduction. Il ne faut pas forcer sur le membre supérieur tout en le sollicitant. Alors, l'arthrodistension est une alternative que l'on peut proposer. Alors, étant donné qu'il y a une réduction de la capacité articulaire, on peut distendre donc cette capsule. Plusieurs produits ont été décrits. On peut mettre du sérum physiologique, de l'anesthésion, produit de contraste, corticoïdes ou de l'air. Alors, la meilleure association, c'est anesthésion, sérum physiologique et corticoïdes, mais il faut faire une rééducation intensive dès la fin de la procédure pour en fait que ça ait un sens, cette arthrodistension. Donc en fait, là j'ai décrit la voie antérieure où on fait une infiltration intra-articulaire et on va distendre la capsule d'abord par la xylocaïne, ensuite par du sérum physiologique, mais en allant progressivement, il ne faut pas rompre la capsule, et enfin on réalise une infiltration de corticoïdes. Immédiatement après le geste, il faut faire une traction de la capsule et des tissus périarticulaires, des mobilisations passives, des exercices de contracter relâcher pour éviter les défenses musculaires et brancher le patient directement 3 heures par jour sur arthromoteur associé à une cryothérapie et une posture en abduction. Alors, quelles sont les modalités, la durée et l'intensité? Ça va dépendre en fonction du stade du patient, en fonction des symptômes et des capacités fonctionnelles. Pareil, on ne dépasse pas les 15 séances, 2 à 3 fois par semaine. Alors généralement, la phase douloureuse, on est plus sur l'antalgie et les mobilisations douces. Dès que la raideur s'installe, on commence les mobilisations articulaires et l'auto-exercice, le travail musculaire actif pendant la phase de récupération. L'arthrodistension, on peut la garder pour les formes résistantes. Il faut que j'ai une restriction de mobilité qui est supérieure à la douleur, mais surtout, il faut qu'elle soit associée à une rééducation intensive. Alors, en conclusion, l'épaule capsulaire ou tendineuse est une pathologie fréquente. Un bilan lésionnel précis doit être réalisé en premier, d'abord pour éliminer les lésions associées ou le diagnostic différentiel. Informer le patient, lui expliquer est une étape primordiale. La rééducation est une pièce maîtresse de l'arsenal thérapeutique. Elle doit être adaptée, individualisée, personnalisée. En fait, chaque patient est un cas à part. On n'a pas de protocole standardisé pour tous les patients. Il faut qu'elle soit régulière,
et poursuivis. Je vous remercie.